Cette vidéo est sponsorisée par le jeu Conflict of Nations. Conflict of Nations est un jeu gratuit de stratégie dans lequel vous choisissez un vrai pays à diriger durant un conflit fictif mondial du 21e siècle. Engagez-vous dans des parties qui peuvent durer des semaines et réunir jusqu'à 128 joueurs. Choisissez votre propre stratégie, vous pouvez user de diplomatie et forger des alliances avec d'autres joueurs ou leur faire la guerre en utilisant les nombreuses unités disponibles et en vous engageant dans des batailles épiques. Vous remarquerez la qualité de la carte de campagne sur laquelle vous évoluez. Je le rappelle, Conflict of Nations est un jeu gratuit et jouable avec le même compte sur PC ou mobile. Et en cliquant sur le lien en description, vous obtenez un cadeau exclusif, 13 000 pièces d'or dans le jeu et un mois d'abonnement premium gratuit. L'offre est disponible uniquement pendant 30 jours à partir de la sortie de la vidéo. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des relations entre la Chine et la Russie. Partenariat économique, diplomatique, on va voir tout ça. Mais avant ça, j'en profite pour vous rappeler que vous êtes très nombreuses et nombreux à regarder la chaîne sans être abonné. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire et également à activer la cloche des notifications. Ça vous permet d'être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Voilà, je vous embête pas plus et on enchaîne avec le sujet du jour. La Russie, 17 millions de kilomètres carrés, 144 millions d'habitants et un président, Vladimir Poutine, en poste depuis 2000 avec un interlude en tant que Premier ministre entre 2008 et 2012. Et la Chine, 9,5 millions de kilomètres carrés, 1,4 milliard d'habitants et Xi Jinping en est le président depuis 2013. Les deux pays partagent une frontière longue de 4250 km ainsi qu'un petit corridor montagneux entre le Kazakhstan et la Mongolie. Leurs relations diplomatiques, tendues jusqu'aux années 80, à l'époque entre la Chine et l'Union soviétique, se sont réchauffées à partir des années 90, les deux pays multipliant les déclarations d'amitié, de partenariat ou encore de coopération. Coopération que les deux parties n'ont de cesse de mettre en avant. Mais qu'en est-il réellement ? L'économie russe est en berne. Ses relations avec l'Occident se sont considérablement dégradées durant les années 2010. Elle fait l'objet de sanctions économiques suite à l'annexion de la Crimée en 2014. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la crise ukrainienne pour en savoir plus. Mais également suite aux soupçons d'ingérence dans l'élection américaine de 2016 qui a vu Donald Trump arriver au pouvoir, puis plus récemment suite à l'empoisonnement de l'opposant politique russe Alexeï Navalny. La Russie est donc contrainte de chercher de nouveaux partenaires sur la scène internationale et elle est obligée de se tourner davantage vers son voisin de l'Est, la Chine. Sur le plan économique, selon les données de la Banque mondiale, la Chine représentait un peu plus de 12% des exportations russes en 2018, se plaçant à la première place. Et plus de 73% de ces exportations à destination de la Chine sont composées de pétrole et de gaz. Et les importations russes venant de Chine représentent quant à elles presque 22% du total et sont plus diversifiées. Et si on se place maintenant du côté de la Chine, la Russie ne représente en revanche que 1,92% de ses exportations et 2,96% de ses importations, toujours en 2018. Donc la première chose que l'on voit, c'est que commercialement, la Chine est un partenaire indispensable pour la Russie, alors que l'inverse n'est pas forcément vrai, ce qui place la Russie en position de faiblesse. On pourrait nuancer en précisant que la Russie représente la première source d'hydrocarbures pour la Chine, avec 12,11% du total importé, et on sait à quel point les hydrocarbures sont indispensables au bon fonctionnement de toute économie, mais la Chine représente elle-même 17% des exportations d'hydrocarbures de la Russie, en première place. Donc Pékin est un client indispensable pour Moscou dans ce secteur, ce qui ne contrebalance finalement pas le rapport de force en faveur de la Russie. La stratégie de Moscou est donc d'essayer de trouver un équilibre, rester indépendante tout en profitant des investissements chinois. Et le projet des nouvelles routes de la soie lancé par Xi Jinping en 2013, dont le but est d'intensifier les relations commerciales de la Chine avec le monde via le développement d'infrastructures et notamment de transports, est une aubaine pour la Russie. Poutine déclarait en 2012, avant même le lancement du projet, que la croissance économique de la Chine était une chance de saisir le vent chinois dans les voiles de l'économie russe. Et effectivement, lorsque l'on regarde la géographie du continent eurasiatique, on voit bien que toute route commerciale passant par le nord de la mer Caspienne passe par la Russie. Vous le voyez sur la carte avec les routes ferroviaires. L'objectif de Moscou est donc d'attirer les investissements chinois dans le cadre de ce projet pour dynamiser son économie et améliorer ses infrastructures. Et cela, entre autres, dans le secteur des hydrocarbures, puisque l'objectif des routes de la soie pour la Chine est également de faciliter son approvisionnement en matières premières. Si les gazoducs et oléoducs russes sont depuis longtemps bien développés dans l'ouest du pays afin d'alimenter l'Europe, c'est moins le cas dans l'extrême est russe, que Moscou souhaite dynamiser.
Dans cette région reculée et peu peuplée du pays, de nouveaux gazoducs notamment sont en projet afin d'alimenter davantage la Chine. La Russie a également créé une vingtaine de zones économiques spéciales dans la région afin de faciliter les investissements étrangers via des avantages fiscaux. Mais malheureusement, seules 6 d'entre elles font l'objet de projets chinois, notamment dans le port de Vladivostok. Quant à la frontière commune, si elle est longue de plus de 4000 km, elle ne dispose que de peu d'infrastructures transfrontalières. Une dizaine de ponts et routes permettent le passage de flux commerciaux, notamment un pont ferroviaire entre Changjiang et Nizhny-Leninskoye, qui devrait être opérationnel en 2021, 7 ans après le début du projet. Également un pont routier entre Heihe et Blagoveshchensk, c'est le premier pont autoroutier entre les deux pays, et un point de passage ferroviaire et routier entre Manjuli et Zabaikalsk. Pour les Chinois, la faiblesse de leurs investissements dans l'extrême est russe serait due à un manque de volonté des autorités russes, et particulièrement les autorités locales. En effet, si Moscou tente de dynamiser les investissements chinois, les responsables locaux restent très méfiants vis-à-vis de ces investisseurs venus du Sud, retardant les projets et manquant d'enthousiasme. On est face à une sorte de protectionnisme informel. Il faut ajouter à cela le fait que l'économie russe dans ces régions est très peu dynamique, donc la somme de tous ces facteurs négatifs fait que les investisseurs chinois restent assez frileux. Le résultat est donc en demi-teinte. Vous avez le pouvoir central russe qui aimerait davantage d'investissements chinois dans la région, mais tout en les contrôlant pour éviter une dépendance trop forte de leurs voisins et une sinisation de la région. Ensuite, vous avez les autorités locales et les acteurs privés locaux russes qui voient plutôt d'un mauvais œil la potentielle arrivée trop massive d'investissements chinois. Et vous avez les Chinois qui souhaiteraient faire les investissements nécessaires, mais qui se sentent freinés. Autre intérêt commun des deux puissances et qui fonctionne un peu mieux, l'Arctique. L'Arctique russe est à la fois une zone d'extraction d'hydrocarbures, mais également une zone de passage maritime vers l'Europe, du fait de la formation de plus en plus tardive dans l'année de la banquise, conséquence du réchauffement climatique. Concernant les hydrocarbures, on peut citer le projet Yamal LNG. Yamal du nom de la péninsule de Yamal et LNG pour Liquefied Natural Gas, gaz naturel liquéfié. C'est un projet d'extraction et de liquéfaction de gaz avec pour but de l'exporter ensuite vers l'Europe, mais également vers l'Asie et la Chine en passant par le passage du Nord-Est et le détroit de Bering. Aujourd'hui, la Chine est le second actionnaire du projet derrière la Russie et en plus d'un apport financier, la Chine a contribué techniquement au projet, démontrant son expertise dans le domaine. En Arctique, Pékin s'intéresse également à d'autres projets, notamment une ligne de chemin de fer entre Arkhangelsk et la Sibérie occidentale et l'exploitation d'un gisement de gaz sur la péninsule de Gaïdan. Et on ne peut pas parler des relations entre la Chine et la Russie sans évoquer l'Asie centrale. L'Asie centrale est une région coincée entre la mer Caspienne et la Chine et est constituée du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, du Kirghizistan, du Turkménistan et du Tadjikistan. La région est stratégique pour la Chine puisqu'une partie de ses routes vers l'Europe y passe, et elle l'est également pour la Russie qui considère ces pays de l'ancien bloc soviétique comme sa zone d'influence exclusive. Deux projets de coopération régionale s'y opèrent et sont en contradiction sur certains aspects. D'un côté, l'Union économique eurasiatique, fondée en 2014 et portée par la Russie. Seuls le Kazakhstan et le Kirghizistan en sont membres en Asie centrale, en plus de l'Arménie et de la Biélorussie, et le Tadjikistan est candidat à l'adhésion. Ce projet a pour but de créer une union douanière, à terme un marché commun de l'énergie, ou encore une monnaie commune. Mais il se heurte à des désaccords entre ces pays membres qui voient essentiellement une volonté de la Russie de maintenir une influence et une pression sur les anciennes républiques socialistes soviétiques. Et face à cela, on a donc le projet chinois des routes de la soie, dont on a déjà parlé, ou BRI pour Belt and Road Initiative en anglais, ou encore OBOR pour One Belt, One Road. Vous entendrez régulièrement ces différents noms. Et la BRI est économiquement plus intéressante pour les pays d'Asie centrale, car elle dispose d'atouts financiers indéniables dont ces pays ont désespérément besoin, et qu'ils ne trouveront pas du côté de la Russie. Donc finalement, ces pays accueillent favorablement les investissements chinois afin de développer leurs infrastructures. Mais tout comme la Russie, ils essayent de trouver un équilibre afin de maintenir leur indépendance politique et surtout économique. Il faut noter aussi que jusqu'à présent, la Chine a surtout investi dans des projets liés au secteur des matières premières qu'elle importe chez elle. Et les retombées économiques pour les pays cibles ne sont pour l'instant pas flagrantes. Mais malgré des résultats mitigés, la Chine gagne effectivement en influence dans la région ces dernières années au détriment de la Russie. Et pour faire face à cette montée en puissance de la Chine, la Russie a intérêt à maintenir une cohésion au sein de l'Union économique eurasiatique,
En étant la leader, ça lui permettrait de plus facilement gérer l'influence chinoise dans la zone. La Chine, au contraire, cherche plutôt à privilégier les relations bilatérales, c'est-à-dire discuter individuellement avec chaque État, de manière à ne pas faire face à un bloc uni. Car en multipliant les options de transit à travers l'Eurasie jusqu'à l'Europe occidentale, son marché final, alors elle sera beaucoup moins vulnérable face aux pressions d'une Russie isolée par exemple, ou encore moins d'un Kazakhstan ou d'un Kirghizistan isolé. L'aspect sécuritaire, en revanche, est encore assuré par Moscou dans la région. La coopération sécuritaire entre les deux puissances a été renforcée en 2001 lors de la création de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, qui vise entre autres à contenir ce que la Chine appelle les trois mots AUX, le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme. La Russie espère remplir cette mission en Asie centrale, notamment en s'appuyant sur ses bases militaires, 3 au Kazakhstan, une au Kirghizistan et une au Tadjikistan. La Chine et la Russie sont les deux acteurs principaux de l'OCS, mais vous le voyez, l'organisation compte également dans ses membres le Pakistan ou l'Inde par exemple. Deux autres puissances pas vraiment en bons termes, ni l'Inde avec la Chine d'ailleurs. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur les relations entre les deux pour en savoir plus. On peut donc émettre des réserves sur le fonctionnement et la pertinence de cette organisation de coopération sécuritaire. Au final, ce qu'on comprend, c'est que les relations entre la Chine et la Russie sont déséquilibrées, en faveur de la Chine. La Russie voudrait rester un acteur de premier plan sur la scène internationale, que ce soit au niveau géopolitique et économique. Elle imagine un monde tripolaire dominé par elle-même, les États-Unis et la Chine, mais ce n'est pas la vision de Pékin. Les Chinois conçoivent un monde bipolaire, avec les États-Unis en adversaire et la Russie en partenaire, mais en partenaire junior. Pour la Chine, la Russie, à terme, ne sera peut-être pas plus qu'un pourvoyeur de matières premières et un pays de transit pour la BRI. Sachant qu'en termes de transit de marchandises, les routes réellement stratégiques pour la Chine, ce sont les routes maritimes historiques, celles qui passent par l'océan Indien, les routes terrestres n'étant que secondaires. La stratégie chinoise vise donc à ménager la susceptibilité russe. Pour l'instant, l'idée est de traiter son voisin d'égal à égal afin de maintenir de bonnes relations diplomatiques, tout en continuant à consolider sa position dominante. Il y a encore quelques secteurs dans lesquels Moscou détient une avance sur Pékin, on peut citer par exemple l'armement et le spatial, mais même ici, les progrès chinois sont tels qu'ils pourront bientôt se passer de leurs voisins. C'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, aidez-moi à mettre la vidéo en avant sur YouTube. Pour ça, vous pouvez mettre un like ou un commentaire. Si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, vous pouvez rejoindre la communauté de tipeurs, que je remercie encore du fond du cœur. Vous trouverez tous les liens en description de la vidéo, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux. Je vous rappelle aussi que la vidéo est sponsorisée par le jeu Conflict of Nations, jeu de stratégie PVP en temps réel et gratuit. Vous avez un lien en description pour le tester et profiter de 13 000 pièces d'or dans le jeu et 1 mois d'abonnement premium gratuit. L'offre est disponible pendant 30 jours à partir de la sortie de la vidéo. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!